Rebonjour. Donc, on commence cette session. Et donc, pour commencer, en fait, on a tendance, quand on parle de la linguistique, quand on parle de la terminologie, on a tendance de s'intéresser uniquement à l'écrit. Alors que ce n'est pas toujours le cas. L'oral joue toujours son rôle dans les études linguistiques et terminologiques. Et on peut citer l'ouvrage de Benveniste, Problèmes de linguistique générale, édité en 71, où il mit en avant justement l'apport de l'oral dans les analyses linguistiques. Mais la question de l'oral ne concerne pas uniquement les études linguistiques. On voit bien comment les terminologues s'intéressent également à l'intégration de l'oral dans les études terminologiques. Et c'est pour ça que nous avons cette session qui va être consacré justement à la valeur ajoutée des études de l'oral dans les questions terminologiques. Et on commence par une communication qui s'intitule Terminologie des technologies nouvelles, enjeux et perspectives de la formation des speakers exerçant en langue africaine, qui va être animée par Dosso Charles Legan ou Legan Legana. Une petite présentation. Legan est docteur de l'université d'Abomey, Calavé, Bénin, dans la spécialité terminologie, enseignant-chercheur de linguistique et de langue. Il est maître de conférences des universités de l'espace CAMES, HDR en linguistique africaine descriptive et terminologie. Ces domaines d'enseignement et de recherche couvrent la linguistique générale, la sociolinguistique, la terminologie, les politiques linguistiques, la linguistique pour le développement. Auteur de plusieurs articles scientifiques et communications édités, il est également auteur et éditeur d'une dizaine d'ouvrages portant sur la linguistique, la promotion des langues et la littérature. Il a présidé deux colloques scientifiques internationaux, l'un en février 2021 sur le thème terminologie en langue africaine, pratique actuelle et perspectives pour la promotion des patrimoines, la science, l'enseignement et les productions spécialisées, et l'autre en septembre 2024 sur le thème recherche-action en terminologie et alphabétisation pour la promotion du développement inclusif et durable en Afrique, ayant mobilisé respectivement des chercheurs de 11 et 14 pays. Directeur adjoint du laboratoire dynamique des langues et cultures à Calavé, de l'université d'Abomey, Charles Dosso Legan est le responsable de l'unité de recherche langue et culture d'Afrique et du monde au laboratoire langue et lettres et culture, culture et communication au pluriel, de la même université. Chercheur associé au laboratoire MINEA de l'université de la Guyane française. Legan est le directeur du centre de gestion et de l'information et de la communication de l'université d'Abomey. Donc c'est à vous la parole et vous avez 20 minutes. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup, chers collègues. Madame, Messieurs, chers collègues, chers aidés, bonjour. Je m'en vais vous proposer une petite communication qui va mettre de l'eau à la bouche certainement pour que nous puissions échanger un peu autour des questions de terminologie, mais cette fois-ci relative aux langues africaines. Je commencerai déjà par dire que nous sommes dans une société du savoir, dans une société de l'universel, et les produits techniques, technologiques et la science n'appartiennent plus seulement à ceux qui les ont mis au point. Mais ces produits, ces technologies doivent circuler et traverser les frontières. Eh bien, s'il doit y avoir partage de connaissances, s'il doit y avoir transfert de connaissances ou de compétences et circulation des savoirs et des technologies, il faut bien que les pays qui les acquièrent ou qui les accueillent, voilà, puissent également avoir des dispositifs qui permettent, bien entendu, de rendre compte ou de les utiliser de façon efficace. C'est en cela que je m'en vais vous parler un peu donc, de la terminologie en langues africaines à partir du travail donc, des speakers. Ce que j'appelle speakers, je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc, vous avez le titre annoncé de ma communication à l'écran.
Je vais suivre un petit plan à partir d'une petite introduction. Je vais aborder rapidement une petite méthodologie, parler donc des résultats et faire une petite discussion avant de conclure. L'utilisation des langues africaines donc, dans les médias, comme on le sait, contribue à la diffusion de l'information, à la sensibilisation, à l'éducation des peuples et à la formation de la conscience citoyenne. Alors, chez ce que j'ai désigné ici, speakers, l'activité présente beaucoup de difficultés. L'activité d'information, de sensibilisation, de communication dans les langues africaines, ça présente beaucoup de difficultés, mais ces difficultés peuvent être catégorisées en deux. Il s'agit d'abord de difficultés d'ordre terminologique, pour ce qui nous concerne surtout, mais aussi de difficultés d'ordre professionnel. En réalité, les deux sont liés. Je vais en parler plus tard. Alors, l'action donc, des speakers en langues africaines se déroule dans un contexte qui est marqué par plusieurs aléas. Il s'agit par exemple de l'accélération des progrès techniques, technologiques et scientifiques. Vous savez que les pays d'Afrique, pour la plupart, notamment de l'Afrique au sud du Sahara, ne sont pas technologiquement très avancés. Et que dans la plupart de ces pays, moins de 30% de la population a accès au savoir lettré, c'est-à-dire un savoir dans les langues européennes, dans les langues coloniales. Et l'absence de dictionnaire, notamment bilingue, dans ces langues et de lexique spécialisé est également un fardeau. L'inadéquation du profil poste et donc de profil poste et emploi de ceux qui sont chargés donc de faire ce travail d'information, de communication, de sensibilisation en langues africaines est également un problème récurrent. Un problème récurrent dans la mesure où, lorsque vous avez, par exemple, ce que j'ai appelé speakers, et qui sont, par exemple, de niveau de BEPC, c'est-à-dire qui n'ont que le diplôme de la 4e année du secondaire. Et donc qui n'ont pas un bagage intellectuel assez avancé ou qui n'ont que le diplôme de CEP, c'est-à-dire qui n'ont fait que l'école primaire, ou que parfois même qui n'ont aucun diplôme académique. Vous voyez un peu que ça peut poser problème lorsqu'on va demander à quelqu'un qui à peine sait s'exprimer en français de traduire ou de dire des tests dans lesquels il y a des thèmes techniques tels que OGM ou changement climatique, variabilité climatique, voilà, ou disque dur, etc., etc. Ça peut poser problème et effectivement, ça pose problème. Alors, comment intégrer donc les nouvelles technologies dans les comportements linguistiques en l'absence d'une forte activité terminologique? C'est là la principale question autour de laquelle se structure notre communication. Les hypothèses sont nombreuses, mais il y a d'abord une difficulté de s'adapter, c'est-à-dire ça c'est lié aux personnes donc des speakers. Voilà, une difficulté à s'adapter à leur environnement de travail ou bien au travail pour lequel ils sont rémunérés. Le risque de déformation des contenus informatifs ou de communication, il est prégnant, il est là, récurrent. La compromission, cette fois-ci donc, des droits des citoyens à une information juste, équilibrée, transparente, fait partie donc également des hypothèses qui sous-tendent donc les difficultés que nous avons soulignées tantôt. Et donc, comme objectif de ce travail, de cette recherche, nous entendons analyser les stratégies linguistiques utilisées donc par les speakers pour rendre accessible donc l'information en langues africaines, décrire leur profil brièvement et de faire une réflexion, proposer une réflexion sur la formation spécialisée donc des speakers. La méthode a été simple. Il s'agit donc d'une méthode de collecte. Nous avons d'abord collecté des informations sur le statut des speakers, sur leurs pratiques terminologiques dans les radios et procédé ensuite à une analyse critique.
Ce que j'appelle speakers ici, il s'agit d'un terme que j'ai utilisé pour faire court dans le discours. Il s'agit en réalité des animateurs de radio, de télévision, il s'agit des journalistes de radio, de télévision, il s'agit des chroniqueurs, il s'agit donc des agents de publicité ou de vulgarisation. Toutes ces personnes-là ne pouvant pas répéter à chaque fois chaque nom ou chaque type de professionnels, j'ai regroupé tout cela sous le vocable speaker dans les médias pour pouvoir prendre en compte tout ce que je voudrais dire. Alors, quand je fais un petit point de tout ce que les collègues font comme travail, je parle de collègues parce que j'ai été d'abord moi-même journaliste en langue nationale, donc dans une langue africaine, à la télévision et à la radio nationale du Bénin pendant 15 ans, avant donc de me détacher depuis quelques 10 ans à l'université, un peu moins de 10 ans à l'université, où je suis enseignant-chercheur. Je me rends compte qu'ils utilisent beaucoup donc, de techniques qui sont reconnues donc, dans le domaine de la linguistique. Il s'agit par exemple, la technique la plus facile que je voudrais souligner, c'est l'emprunt. L'emprunt, comme j'ai l'habitude de dire, doit être considéré comme la dernière voie, donc la dernière solution. L'ultime solution lorsqu'on aurait déjà exploré toutes les voies et qu'on serait en panne donc, de solutions, on peut recourir donc à l'emprunt. Mais il y a également des calques. Ils utilisent beaucoup de calques. Donc, ils ont une expression, voilà, comment transférer cette expression-là dans la langue d'accueil pour pouvoir faire passer l'information. C'est des choses qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Ils font aussi, la plupart du temps, aussi de la translittération. De la translittération. Quand nous avons, par exemple, un terme simple comme bread en anglais, ça, c'est des choses qui sont connues, ça fait partie donc de la lexicologie, ce n'est pas une terminologie en tant que telle, et qu'on doit rendre bread en langue nationale. Dans ma langue nationale, par exemple, on parle de bledi, par exemple. Bledi. Il s'agit donc d'un phénomène de translittération. Le mot est là, mais il y a quelques éléments d'ordre phonique qui ont changé dans le mot pour que ça puisse être reçu et s'adapter à la structure de la langue d'accueil. C'est pareil pour pain, voilà, etc., etc. Il y a également le calque qui est utilisé, la translittération qui est utilisée, mais l'élément qui m'intéresse le plus, c'est la traduction. Ils utilisent beaucoup de traductions. Ils essaient de traduire donc des termes de la langue française, par exemple, ou de l'anglais vers les langues africaines. Et ce faisant, il y a beaucoup de phénomènes qui apparaissent, donc qui font que les sens sont parfois corrompus ou détournés. Les sens, je veux dire, donc des termes originaux sont détournés ou corrompus dans la langue d'accueil. Et cela peut donc aller avec la perte de l'information. Je vais donner un exemple terre à terre. Quand il y a environ, disons, 15 ans comme ça, je suivais la radio, j'étais moi-même à la radio, je travaillais. Quand un jour à 14 heures, il y a l'un de mes aînés qui devait présenter les informations en langue nationale. Et il est allé au micro et puis il avait un papier qui portait sur l'environnement. Et il avait commencé par rendre le papier. Et à un moment donné, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait tiquer dans cette langue-là. Il s'agissait d'une langue très connue au Bénin. On appelle ça le fongbe. Voilà. Et pour parler de OGM, organisme génétiquement modifié, il a dit dans la langue, je vais le dire comme ça, même si vous n'allez pas comprendre, je vais vous traduire ça par la suite. Il dit voilà. Or, en le disant comme ça, très rapidement, quand j'ai mis les éléments bout à bout, je me rends compte que quand on parle de Gbeta, par exemple, il s'agit d'une association ou d'une organisation. Voilà. Vodjo, c'est-à-dire qui est rené, qui est recréé, qui est refondé. Or, ici, il a entendu en réalité organisme. Il ne s'agissait pas d'une organisation ou d'une association. Donc, il a confondu simplement le terme organisme au terme organisation. Et c'est comme ça qu'il a rendu en disant Beta Daho et Vodjoy. Vous voyez que
ce segment-là, toute cette traduction dans la phrase en langue nationale a perdu complètement et littéralement donc le sens de ce qu'il voulait rendre du français au fond. Ça, c'est des choses auxquelles on assiste la plupart du temps avec des gens qui n'ont pas un niveau académique ou professionnel assez élevé. Voilà. Donc, il y a beaucoup de détournements de sens, de corruption de sens comme ça qui s'opèrent dans le discours donc, des speakers en langue nationale dans nos pays. Mais l'autre phénomène que j'ai souvent remarqué et qui est très récurrent aussi, c'est la création spontanée. Création spontanée, ce que Guibert va appeler créativité lexicale, qui n'est pas à confondre avec création lexicale parce qu'il s'agit donc de création éphémère, spontanée, juste pour résoudre des problèmes de communication, tandis que la création lexicale procède d'une norme et c'est programmé. Voilà. Donc, il y a beaucoup de créativité lexicale, donc des créations tous azimuts comme ça qui sont utilisées dans le discours donc, des journalistes et animateurs en langue nationale juste pour faire passer des messages, mais qui sont des créations donc, éphémères qui n'ont pas toujours le sens qu'il faut, qui ne durent pas non plus dans le discours, dans la langue. Ça pose problème la plupart du temps. Alors, et le travail que j'ai fait ici a consisté à recueillir un certain nombre de termes relatifs au domaine donc, des TIC, technologies de l'information et de la communication, c'est toutes les applications et donc les techniques, les savoir-faire, même les matériels aussi liés au domaine de l'informatique et ses applications. Et je veux voir un peu, est-ce que ces termes-là existent déjà dans les langues pour pouvoir alimenter le travail, pour permettre donc aux speakers en langue nationale de pouvoir disposer de ressources terminologiques pour faire leur travail. J'ai essayé de faire cette exploration-là en Yoruba, qui est une langue commune au Bénin et au Nigeria, et au Togo, une langue transfrontalière. En Bamarakan, qui est une langue mandingue du Mali, en Evé, qui est une langue du Togo, en Fongoun, Moin, qui est une langue du Bénin, mais également commune au Nigeria. Et les termes que j'ai essayé donc, de constituer un corpus comme ça, c'est notamment technologie de l'information et de la communication. Comment est-ce que c'est dit dans ces langues? Comment on dit informatique, ordinateur, message électronique, transfert de données, voilà, innovation technologique, etc., etc. Alors, quand j'ai fait l'exploration, j'ai poursuivi un peu la recherche à travers des plateformes et en enquêtant auprès donc, des collègues qui sont terminologues dans ces pays, je me suis rendu compte que des ressources existent pour la plupart de ces langues-là, enfin, dans certaines de ces langues. Par exemple, dans le Yoruba, ça c'est disponible même sur Internet également. On a tous ces thèmes-là que vous voyez donc, dans la deuxième colonne, là-bas. Voilà. Et dans la troisième colonne, vous avez des thèmes du Bamanakan qui sont aussi disponibles, qui ont été travaillés par des collègues, notamment par l'Académie de langue Bamanakan au Mali, à Malan, et par des collègues qui font aussi des travaux donc, en terminologie. Et au Togo, en Evé, grâce à un collègue qui a soutenu une thèse de doctorat également en terminologie et qui est déjà enseignant-chercheur, j'ai pu avoir donc des données comme ça. C'est-à-dire que les données existent dans certaines langues, mais pour d'autres, pour le moment, les journalistes, les animateurs, les chroniqueurs sont obligés encore donc d'utiliser les procédés que j'ai décrits tantôt pour pouvoir rendre accessible un certain nombre de concepts ou de termes venant donc des langues technologiquement avancées, comme nous avons l'habitude de le dire. Eh bien, les stratégies, en dehors de ce que j'ai dit tantôt, bon, il y a aussi la consultation des sources. Et c'est l'idée de consultation des sources qui m'a amené donc à faire cette exploration auprès des collègues dans les pays. Effectivement, il y a des journalistes, animateurs en langue nationale qui ont le réflexe de demander donc, à des personnes qui s'y connaissent ou de consulter des ouvrages ou des dictionnaires ou des lexiques spécialisés qui existent pour pouvoir donc faire leur travail. Mais il y en a qui n'ont pas du tout ce réflexe, qui ne le font pas naturellement.
Il y a également parfois donc, des ateliers de renforcement de capacité qui se font parfois, par exemple, pour le cas du Bénin que je connais. Il arrive des fois que moi, je regroupe, par exemple, des journalistes en langue nationale, des animateurs, et que je leur partage un certain nombre de termes ou de réflexes qu'il faut avoir pour pouvoir donc documenter leur travail. Bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il existe des structures, des organismes chargés donc de mettre au point cette technologie pour pouvoir donc contribuer au travail donc de ces speakers? Au Bénin, il y a donc des structures, mais en réalité, ces structures ne fonctionnent pas. Ce sont des structures qui existent, mais qui ne fonctionnent pas, faute de volonté politique et faute également donc d'organisation ou de moyens financiers. Au Togo, il y en a un peu. Par exemple, il y a une académie de langue éveil, une académie de langue kabyé, par exemple, qui travaille de façon plus ou moins régulière sur les terminologies et qui produit, par exemple, également donc, des lexis spécialisés. Au Mali, il y en a également. Il y a à Kamala, donc il existe. Il y a également leur télévision, l'Office de radio et télévision ORTM, qui est du Mali, qui essaie de former également ces journalistes et animateurs. C'est pareil donc pour le Bénin. Et nous, en tant que chercheurs, en tant que journalistes, anciens journalistes, je vais dire, et en tant que linguistes, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons beaucoup plus, je fais beaucoup plus de la recherche-action. De la recherche-action qui a conduit donc à organiser donc des colloques scientifiques sur les questions de terminologie. Mon collègue en a parlé tantôt en 2021-2024 également. A produit par exemple des documents spécialisés, ouvrages et lexiques spécialisés, par exemple sur la COVID-19. Souvenez-vous que lorsque la COVID a éclaté en fin 2019, début 2020, et le monde était dans les mois. Et dans les pays africains, il y avait beaucoup plus d'émoi parce qu'on ne savait même pas comment désigner ce mal. Et vous savez que tout ce qui n'est pas capable d'être désigné, en réalité, n'existe pas. Voilà. C'est parce que le mal, et ça a été dit comme ça sur des chaînes de radio, dans les communautés, c'est parce que le truc n'existe pas que, bon, il n'y a aucun nom pour désigner ça. Mais ça continuait de tuer. Il y a des gens qui mouraient de jour en jour. Et il fallait rapidement faire une action. Donc, ça m'a obligé à faire une recherche-action en produisant donc, un document qui est là, que je vais vous montrer tout à l'heure, un ouvrage, COVID-19, enjeux linguistiques et terminologie pour la communication de crise sanitaire, et que j'ai mis à la disposition d'un certain nombre de journalistes en langue nationale et d'animateurs pour leur permettre de s'en inspirer pour pouvoir rendre les thèmes donc, liés à la COVID. Il y a eu des formations de journalistes. Tout récemment, j'ai dirigé un travail sur la terminologie de la résilience dans des langues africaines, notamment dans 4 langues, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et bien du Mali. C'est en voie d'être publié bientôt. Autre chose, il y a des thèses de doctorat qui ont été produites, par exemple, sur le système informatique en Bamanakan, par exemple. Des thèses de doctorat sur la terminologie de la biologie, ça c'est en Côte d'Ivoire. Sur la mathématique, c'est au Togo, en Kabyé. Sur l'agro-pastoral, des documents de terminologie sur l'agro-pastoral au Cameroun. Il y en a en terminologie de la santé en Wolof, français au Sénégal, et au Bénin également, la terminologie de l'esclavage, du vaudou, la terminologie du droit, la terminologie de la violence basée sur le genre, etc. Donc, ces actions émanent des chercheurs volontaires, pas seulement des structures, mais qui ne sont pas toujours structurées aussi, en griffe. Et donc, pour permettre toujours aux chercheurs donc d'aller plus loin. Mais il y a beaucoup à faire encore. Et ce qui reste à faire, de notre point de vue, c'est surtout la documentation des langues, la production accélérée de terminologies spécialisées dans nos langues pour permettre donc à tous ceux-là qui sont chargés de transmettre l'information, de faire circuler donc les savoirs, les connaissances, les pratiques et donc dans nos communautés, de disposer donc de ressources terminologiques suffisantes pour faire leur travail. Et il faut bien entendu mettre en place des plateformes
des plateformes qui permettent donc à la communauté, aux membres de la communauté, de pouvoir discuter librement donc des créativités lexicales et de pouvoir retenir également certaines créations spontanées qui circulent mais qui sont dignes d'être utilisées à long terme, comme ça se fait un peu comme ça au Mali par exemple. C'est un exemple que j'ai vu au Mali. Eh bien, la terminologie, comme j'ai commencé par le dire depuis 2015, est pour la langue ce que représente la cellule pour l'organisme humain. Si nous n'avons pas de terminologie, les langues de spécialité ne peuvent pas survivre et ne peuvent pas être, donc, ne peuvent pas rendre service à la communauté. La langue produit du savoir, c'est vrai, mais il faut bien qu'il y ait un travail terminologique assez soutenu dans nos langues, dans les langues africaines, notamment en Afrique au sud du Sahara, parce que je sais qu'en Afrique du Nord, la question est plus ou moins un peu surtout avec l'arabe. J'ai suivi beaucoup de communication là-dessus déjà ici. Mais dans les langues en Afrique au sud du Sahara, il y en a qui émergent sérieusement, mais d'autres sont encore donc au statu quo et se cherchent encore. Madame, Monsieur, on pourra discuter de la suite à travers vos questions et vos amendements. Merci beaucoup. Donc, restons toujours avec la question de l'oral. Et donc, Marius François va nous parler donc de l'exploitation d'un corpus oral dans le domaine de la modélisation climatique, contribution à la description d'une néologie première. Marius François est doctorant en terminologie à l'Université Lumière Lyon 2 au CERLA, Centre de recherche en linguistique appliquée, sous la direction de Pascaline Duré. Marius François s'intéresse aux questions relatives à l'emploi des corpus oraux en terminologie, à la néologie spécialisée et à l'exploration outillée de corpus. Donc c'est à vous de la parole et vous avez 20 minutes. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie pour votre présence également. Je remercie le comité d'organisation pour cette très belle opportunité. Et la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui est extraite des travaux de thèse que je mène depuis maintenant un peu plus de 2 ans à l'Université Lumière Lyon 2, au Centre de recherche en linguistique appliquée. Si certains terminologues, comme François Gaudin notamment, ont appelé de leur vœu une prise en considération de l'oral en terminologie, tel qu'illustré sur la citation qui est présente sur cette diapositive, et que d'autres, comme Daniel Candel en 84 et en 93, Dardo de Vecchi en 99, Valérie Delavigne, Aurélie Picton et Matt Hibert en 2022, et Valérie Delavigne et Dardo de Vecchi en 2021, les corpus demeurent un matériau de recherche qui est largement sous-exploité en terminologie. Pour illustrer ce fait-là, j'ai passé en revue les plus de 200 abstracts de la revue Terminology et sur une période donc de 1994 à 2024, et un seul mobilise un corpus oral, en l'occurrence celui d'Anne Condamine, publié en 2010, qui s'intéresse à la variation en contexte professionnel. Alors, outre la revue Terminology, on peut trouver des études comme celle de Soufiane Lanceur, celle également de Patrick Leroyer, Laurent Gauthier, Schneider Estopa, Jacqueline Percebois, Aboubakri Kébé, etc., qui mentionnent une utilisation potentielle de corpus oraux à des fins d'analyse terminologique. Et je note également que John Humbley écrivait en 1996 que la Délégation générale à la langue française et aux langues de France avait mis au point des critères de constitution de corpus oraux, ce qui traduit donc un intérêt de l'institution pour la dimension orale spécialisée. Et je vais d'abord m'employer à expliquer la ponctualité et la rareté de ces études sous 2 angles différents. Depuis qu'elle a intégré les corpus dans son cadre d'analyse, la terminologie en tant que discipline a placé le corpus écrit au cœur de sa pratique. Comme l'explique John Humbley dans cette citation de 1996, c'est bien dans ces compilations de textes spécialisés que se joue la légitimation des termes scientifiques. Anne Condamine également le rappelle dans cette citation, ces textes sont datés, les auteurs sont identifiés, leurs objectifs de communication et le public visé sont également identifiables. Et je prends également la citation de Mark van Kampenhout et Rita Temmerman qui explique donc que l'avènement d'Internet a permis un accès facilité à ce qu'ils appellent des autoroutes de l'information, comprenez donc des masses d'informations textuelles relativement importantes. Et de fait, ces corpus constituent un point d'observation privilégié pour la pratique terminologique comme terminographique, car ils permettent un traitement quantitatif comme qualitatif à partir d'une quantité de données extrêmement importante. Et les terminologues peuvent donc, en fonction des objectifs de la recherche qu'ils mènent, privilégier un type de texte plutôt qu'un autre, considérer une période plutôt qu'un autre, etc., etc.
Il faut également, je pense, prendre en considération l'accès à la ressource orale spécialisée. Alors les deux premières citations, celle de John Humbley puis celle de François Gaudin, indiquent que les corpus oraux spécialisés ne sont pas accessibles directement en ligne et que leur constitution, nécessaire donc, nécessite beaucoup plus de temps et de moyens humains notamment, du fait par exemple des étapes de captation, de retranscription, voire d'anonymisation dans certains cas. Le choix des corpus écrits est ainsi fait par défaut, pour citer François Gaudin, si bien que Jean-Claude Boulanger, par contre, dans la troisième citation, évoque un privilège de l'écrit. Et mon postulat de recherche s'appuie sur la présente citation donc, de Jean-Claude Boulanger, qui dit que le néologisme naît généralement dans la parole et qu'il rejoint l'écrit plus ou moins rapidement selon les besoins, ainsi que sur le commentaire de John Humbley, qui explique donc que l'acte même de création terminologique n'est que trop rarement documenté. Et à partir de ces deux citations, je base mon hypothèse de travail sur le fait que le terme scientifique est donc amené à naître dans un contexte oral, ici la partie en vert, avec un nombre d'occurrences relativement faible. Étant donné que sa création est récente, son nombre d'occurrences peut rester sporadique. Et après une période de temps donnée plus ou moins longue, et je rappelle à ce titre ce que Maria Teresa Cabré et Rogerio Nazar soulignaient en 2012, à savoir donc l'imprévisibilité de l'évolution de l'utilisation d'un terme, le néologisme spécialisé peut transitionner potentiellement vers un contexte écrit, ici donc la partie en bleu, et son nombre d'occurrences est potentiellement amené à augmenter. Cette étude vise trois objectifs. Donc d'abord une tentative de pondération du sentiment néologique, ce qui implique donc nécessairement un recours à un corpus d'exclusion sur lequel je vais revenir. Ensuite, une observation et une description de la création néologique lexicale en contexte oral spécialisé, ainsi que le développement d'outils semi-automatiques pour en faciliter la détection. Je vais d'abord donner quelques caractéristiques préliminaires que j'ai définies autour de la notion de néologie dite première. Alors, la première occurrence doit nécessairement être à l'oral, la première occurrence datable, je précise. Elle est utilisée pour exprimer un contexte spécialisé, elle peut être construite à des fins pratiques d'énonciation, ou être utilisée pour créer une interface, et je reviendrai sur cette notion, entre le locuteur et les interlocuteurs, les récepteurs de son discours. Et ces deux derniers éléments, de fait, conditionnent son passage éventuel vers l'écrit. J'ai basé mon approche méthodologique sur la méthode dite de l'événement pivot, laquelle est notamment mobilisée par deux études québécoises que je vous propose ici. Une qui a été réalisée en 2017 par Angélique Lafrance, Patrick Drouin et Marie-Claude Lhomme, et une autre, un peu plus vieille, de Annie Paquin et Patrick Drouin, cette fois-ci en 2010. Alors, les deux études considèrent un événement ayant supposément eu un impact majeur sur la terminologie d'un domaine donné. La première étude, celle de Lafrance, Drouin et Lhomme, s'intéresse au changement terminologique du domaine de l'informatique causé par l'arrivée de Facebook en 2006, alors que celle de Paquin et Drouin définissent comme pivot les attaques du 11 septembre sur le World Trade Center pour s'intéresser à ses conséquences, conséquences sur la terminologie du terrorisme. Et les deux études définissent à ces fins, c'est la partie centrale, des corpus, c'est la partie à gauche et la partie à droite, des corpus pré-événement et des corpus post-événement. Et je vais me réapproprier cette méthodologie en définissant non seulement un événement pivot, mais un corpus pivot. Et ceci dans un objectif donc de pondérer, voire d'évacuer le sentiment néologique, le sentiment de nouveauté, comme élément pouvant confirmer ou infirmer la néologicité d'un terme, en ne considérant néologique donc que les termes dont la première occurrence est issue de mon corpus oral. Alors pour ce faire, donc, comme je le disais, je me suis intéressé au projet ExAIDA. C'est un projet qui a été lancé en 2021, qui rassemble 16 laboratoires de recherche européens. Ce consortium a organisé une Summer School en 2022, sur laquelle j'ai pu construire mon corpus oral. Deux domaines sont à l'étude. D'un côté, la modélisation climatique, et de l'autre, l'intelligence artificielle, avec toute la dimension hyperonymique de ces deux termes. Et mon travail est fondé sur l'hypothèse que la rencontre entre ces deux domaines jusque-là indépendants l'un de l'autre est susceptible d'être à l'origine d'un brouillage conceptuel et terminologique tel qu'évoqué dans l'article de 2013 de Geneviève Vordet. Leur objectif commun, c'est de développer des modèles de prédiction climatique plus performants et plus précis à l'aide de l'intelligence artificielle afin de détecter des événements climatologiques extrêmes et de les attribuer in fine au changement climatique,
ou pas. Et étant donné que le projet est encore actif, je peux faire appel aux experts qui sont impliqués dans le projet et j'ai pu mener avec certains une série d'entretiens qui m'a aidé à comprendre le cheminement intellectuel qui avait permis la création de nouveaux termes. Alors, étant donné les caractéristiques du projet Exaïda, je m'appuie sur l'hypothèse qu'il est possible d'observer deux types de néologismes spécialisés. Donc d'abord, les néonymes d'origine ou primary term formation, donc la création heuristique où on choisit une nominalisation pour mettre en discours un concept nouveau. Et puis donc la néologie d'interface où des éléments nouveaux viennent s'ajouter à des éléments plus anciens, pouvant servir à la transposition des connaissances, donc telles que définies par John Homley, ou un expert d'un domaine A tente de rendre son discours plus compréhensible auprès d'un expert d'un domaine B, ou quand quelqu'un avec un niveau de connaissance supposément élevé, comme par exemple un chercheur, tente de rendre son discours compréhensible pour quelqu'un avec un niveau de connaissance supposé moins élevé, et ce, tout en gardant un niveau de scientificité et de technicité très élevé. Vous avez là les trois corpus de travail. Je sais pas. Bon, je vais réessayer. Donc là, vous avez les trois corpus de travail que j'ai utilisés jusqu'ici et dont je vais vous décrire la composition dans les diapositives qui suivent. Le premier corpus, c'est mon corpus oral, c'est également mon corpus pivot. Il est intitulé Summer School 2022. Il est composé des 23 présentations de la Summer School réalisées par plus de 30 intervenants pour une durée totale d'environ 28 heures et une retranscription qui a permis d'obtenir environ 300 000 mots. Et pour des raisons de confidentialité, je n'ai pas été autorisé à transcrire ces interventions autrement que manuellement. Et ce que j'ai fait est donc à l'aide du logiciel CLAN, et j'en ai profité pour extraire manuellement plus de 4000 termes potentiels que je désignerai plus tard par candidat terme ou CT, car leur statut de terme n'est pas encore défini. Et après exclusion des doublons, leur nombre est de 2627. Ensuite, le corpus de référence bibliographique, RefBiblio, aussi donc le corpus d'exclusion, qui est composé des plus de 300 références bibliographiques qui ont été mobilisées par les différents intervenants au cours de la Summer School. Il comprend environ 3 millions de mots et couvre une période qui s'étend donc de 1963 à 2022. Et bien que ce corpus soit relativement volumineux, je ne le considère absolument pas exhaustif et je mentionnerai une piste potentielle d'amélioration pour remédier à cet angle mort méthodologique à la fin de la présentation. Et enfin, le dernier corpus, post-2022, c'est un corpus qui me permet d'évaluer la transition donc, de mes CT du contexte oral au contexte écrit, d'où son nom de corpus d'implantation. Il est composé de tous les articles qui ont été publiés par les intervenants depuis la fin de la Summer School 2022. Il totalise près de 900 000 mots et c'est un corpus ouvert, donc à chaque fois... Très bien. Merci. Il totalise près de 900 000 mots, c'est un corpus ouvert, donc à chaque fois qu'un nouvel article est publié, je l'ajoute au corpus. Et maintenant que j'ai pu vous présenter les données, je vais vous présenter l'outil et le logiciel que j'ai pu développer en collaboration avec Patrick Drouin de l'Université de Montréal, que vous connaissez certainement, et Thomas Hellès, qui est programmeur et développeur en informatique, et qui s'appelle NeoTriterm M, et le M est important. Alors, NeoTriterm M utilise les trois corpus que je viens de vous présenter, ainsi que Spoken que j'utilise pour calculer des mesures de spécificité. Son fonctionnement est basé sur une relation d'absence-présence. Donc si un terme extrait du corpus oral est présent dans le corpus pré-événement RefBiblio, il ne recevra aucune coloration. Si un terme est présent à la fois dans RefBiblio et post-2022, il sera coloré en jaune, ce qui indique que le terme n'est pas encore intégré dans le paradigme écrit. Et enfin, si un terme est absent de RefBiblio mais présent dans post-2022, il sera considéré comme préliminairement intégré dans un paradigme écrit et sera donc coloré en vert. Voici un exemple sélectionné donc très aléatoirement au cours de ma première analyse. Et comme vous pouvez le voir, le tableau produit par le logiciel contient diverses informations qui concernent les CT, lesquelles ont été colorées en fonction de leur présence et de leur absence dans les différents corpus de travail. Le logiciel produit également des graphiques qui sont censés illustrer de manière claire les données contenues dans les différents tableaux. Vous avez là l'exemple du candidat terme Temperature Written Period qui n'apparaît donc que dans mon corpus oral, qui a été coloré en jaune et qui pourrait donc constituer un candidat à la néologie première.
Et étant donné que le logiciel nécessite des ressources computationnelles relativement importantes, j'ai dû diviser donc mes CT en sous-ensembles de tailles variées pour ces expérimentations. L'idée principale de cette diapositive, c'est la suivante. Dans la liste des plus de 2600 CT que j'ai recueillis, environ 75% d'entre eux n'ont pas été créés au cours de la Summer School et ne sont donc pas candidats à la néologie première, ce qui m'intéresse ici aujourd'hui. Et les 25%, à l'inverse, ils sont candidats et nécessitent une analyse approfondie. Et en complément de l'extraction manuelle, j'ai réalisé une extraction semi-automatique à l'aide de Thermostat Web 3.0, un outil bien conçu par Patrick Drouin. Et ici, la proportion des CT exclus par le logiciel est encore plus élevée puisque nous atteignons les 83,5%. Voici un échantillon de ces candidats termes que j'ai pu extraire de mon corpus oral et qui ont donc été colorés en jaune par Neutriterm, ce qui signifie qu'ils sont absents du corpus de référence, du corpus d'exclusion. Et seuls 3 d'entre eux possèdent un score de spécificité calculé par thermostat supérieur au seuil de 3,09 qui fait l'objet de la diapositive suivante. Et je me permets ici une courte digression relative à ce logiciel. Ce logiciel donc calcule un score de spécificité qui est fondé en partie sur la fréquence observée d'un candidat terme donné dans un corpus qui est fourni par l'utilisateur, qui est ensuite comparé à la fréquence observée de ce même CT en contexte général. Et plus la spécificité est importante, plus il est considéré probable que cet item lexical appartienne à un domaine spécialisé et constitue donc un candidat à la thermicité. Et quant à la question du seuil de 3,09 précisément, il signifie qu'un terme a une probabilité de 1 sur 1000 d'apparaître dans un contexte général avec la même fréquence que celle observée dans le contexte réputé spécialisé. Donc par conséquent, les termes dont le score de spécificité est inférieur à 3,09 ne sont pas affichés par thermostat. Et si l'on considère les termes qui sont nés au cours de la Summer School, je postule donc que leur fréquence est relativement faible, ce qui constitue donc un problème puisque le score, comme je vous le disais, le calcul du score, est notamment basé sur la fréquence. Et comme je suppose qu'ils sont nés au cours de la Summer School, il est relativement normal qu'ils aient un nombre d'occurrences et une fréquence très faible. Patrick Drouin, pour les besoins de cette expérimentation, a accepté de supprimer le seuil et je le remercie d'autant plus que cela m'a permis d'observer les résultats que je vais vous présenter dans un instant. Et simplement, avant cela, les 2 citations ici de Maria Teresa Cabré et de John Humbley appuient selon moi que le seul recours à la mesure statistique ne permet en aucun cas de statuer sur le statut terminologique d'un item lexical. Un mot peut, en fonction, donc, et je cite Maria Cabré, en fonction des caractéristiques pragmatiques du discours, se voir attribuer un sens spécialisé. Et John Humbley rappelle que la thermicité peut constituer un phénomène scalaire. Passons maintenant aux exemples tirés de mes premiers tests. Donc le CT Counterclockwise Wave Breaking a été créé par Gabriele Messori, qui est un intervenant chercheur italien impliqué dans le projet XAIDA. Je vous ai mis l'extrait dans lequel le terme a été prononcé. Il constitue un antonyme du terme clockwise wave breaking qui a été notamment employé par Tim Wallings en 2010, un physicien donc spécialiste de sciences climatiques, et qui, dans l'extrait que vous voyez ici sur cette slide, mobilise donc le terme clockwise wave breaking qui est présenté via des parenthèses comme donc une alternative plus compréhensible au terme plus répandu anticyclonic wave breaking. Et Gabriele Messori a donc créé un candidat terme antonymique par rapport à une alternative déjà existante qui, elle, avait été construite à partir d'une analogie donc relative au sens de rotation des aiguilles d'une montre. Il ne s'agit pas ici d'un terme à visée didactique. Alors malgré l'ambiguïté que peut revêtir le nom Summer School, l'objectif, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais c'est ce que j'ai mis ici, l'objectif visé par les membres du projet XAIDA, c'était de mettre au point et de partager des techniques pour l'attribution d'événements climatologiques extrêmes au changement climatique, d'informer quant aux dangers que celui-ci représente, entre autres, et il ne s'agissait pas d'une semaine de formation à proprement parler. Et je ne parlerai pas non plus de néologie de vulgarisation, car il ne s'agit pas de s'adresser au grand public. L'auteur ici vise à créer un pont entre sa connaissance et celle de son public composé de doctorants en sciences climatologiques, certes, mais également d'experts en intelligence artificielle, et le tout de manière consciente. Je formulerai donc plutôt l'hypothèse que ce terme créé par incrémentation, via l'ajout d'un élément nouveau à un élément ancien, constitue un néologisme de transposition. Et l'auteur a également confirmé que le CT n'est pas amené à être employé dans des contextes écrits, à moins que ne soit rédigé un manuel ou un ouvrage de vulgarisation dans les années à venir.
Un autre exemple, cette fois-ci, Hourly Storm Rainfall Rate, qui a été créé par David Faranda, un autre chercheur du projet Exaida. Plusieurs observations. D'abord, le syntagme Hourly Rainfall Rate existe déjà, avec plus de 18 000 occurrences sur Google et une occurrence dans le corpus de référence que j'ai constitué. Lors de son entretien, David Faranda a confirmé qu'il avait effectivement précisé l'origine des précipitations qu'il souhaitait mesurer, donc les précipitations produites par des tempêtes, en utilisant storm, et ce de manière inconsciente. Et je le définirais donc comme un néologisme énonciatif pratique ou un usage ad hoc, tel que défini par Thomas Gloning, qui est plus susceptible de n'être utilisé qu'une seule et unique fois. Et en guise de conclusion, quelques remarques concernant la présentation que je viens de vous faire. L'utilisation d'un corpus pivot et d'un corpus pré et d'un corpus post-événement permet donc de définir un cadre temporel précis qui permet donc d'isoler des cas de néologie première et d'exclure le sentiment de nouveauté dans la considération de la néologie. Les mesures statistiques comme la spécificité ne suffisent pas, ne doivent pas être considérées seuls critères confirmant ou infirmant la thermicité. Le logiciel a fourni des résultats préliminaires que je juge relativement intéressants. Les termes peuvent être créés dans des contextes oraux pour diverses raisons, comme le besoin de créer une interface entre le locuteur et ses interlocuteurs, ou pour des besoins énonciatifs de manière consciente ou non. Et je n'ai pas été en mesure pour l'instant d'observer des néonymes d'origine. Et également, pour finir, quelques petites réflexions dans les mois qui suivent. Bien évidemment, je continuerai à ajouter de nouveaux articles à mon corpus d'implantation au moment où ils seront publiés, étant donné qu'encore une fois, certains termes peuvent mettre beaucoup de temps avant d'être adoptés par une communauté scientifique plus large. Je vais également explorer la question de la néologie sémantique que je n'ai pas abordée ici aujourd'hui et à dessein, puisque nous sommes en cours de rédaction avec Patrick Douin d'un article où il est question de l'emploi du coefficient de monosémie défini par Anne Bertels afin de détecter et visualiser plus facilement des évolutions sémantiques en diachronie. Et les principes méthodologiques que nous définissons seront bien sûr appliqués aux données que je vous ai présentées. Je prévois également de réaliser d'autres entretiens avec les experts de mon projet Exaida, qui pourraient donc potentiellement me mettre sur la piste de néologie heuristique. Et également, j'aimerais collecter des données énonciatives pour tenter de quantifier un degré de proximité des experts avec des termes et donc des concepts plus ou moins récents qui pourraient potentiellement servir d'indice pour statuer sur le statut terminologique. Je prévois également d'explorer différents types, d'explorer l'oralité en fonction des catégories, puisque le corpus oral est composé d'interventions, c'est-à-dire 1 heure consacrée à la présentation du présentateur et une demi-heure d'échange avec le public. J'ai donc de l'oralité semi-spontanée, spontanée, préparée, etc. etc. Je vais également considérer de manière plus large la néologie, évidemment, et ne pas m'en tenir au cadre stricto sensu de la néologie première. Et enfin, je prévois d'améliorer Néotriterme M en implémentant, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une fonctionnalité qui permettrait d'utiliser Internet comme corpus de référence. Alors, comme je l'ai mentionné, il y a donc de cela quelques diapositives, notre corpus de référence RefBiblio ne doit pas être considéré exhaustif et pleinement représentatif de la terminologie des domaines abordés. Par conséquent, certains CT pourraient être considérés comme candidats à la néologie première simplement parce qu'ils étaient absents de ce corpus tout en étant présents dans d'autres ressources qui ne sont pas incluses. Et cela constituerait une amélioration non négligeable de la qualité du logiciel que je prévois à terme, pourquoi pas, de rendre disponible en ligne. Quelques références bibliographiques mobilisées pour cette présentation. Et enfin, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci bien François Marius pour cette conférence. Je demande également à Charles de nous rejoindre. Et la parole est à vous, si vous avez des questions. Bonjour. J'ai 3 questions pour Monsieur Ligan. Je vais essayer d'être très bref et je vais vous dire en 2 mots juste ce que je fais ici pour que ce soit plus clair. On est une association, on a créé un glossaire de l'administration et du droit
en arabe, persan, russe et soninké. Et on travaille avec l'APS, l'association de promotion de la langue et de la culture soninké, qui est fédérée du coup avec d'autres associations à l'international. C'est donc la Confédération internationale des associations soninké, et qui sont en passe de créer l'Académie de langue soninké à Banjul, en Gambie. Donc on s'intéresse de près aux questions de terminologie en langue d'Afrique au sud du Sahara. Et donc j'ai plein de questions. La première, ce serait comment les universités en France et dans les pays de ces langues pourraient travailler ensemble sur des projets en lien avec la terminologie et la traduction et l'aménagement linguistique et terminologique de ces langues. La deuxième question, ce serait en quoi la traduction automatique, elle pourrait être... est-ce que c'est un danger ou est-ce que c'est quelque chose qui peut promouvoir ces langues, ou les deux? Et si oui, comment? Et ma troisième question, donc je me réfère beaucoup aux travaux de Marcel Dickey-Kidiri, je ne sais pas si c'est une référence pour vous, qui a notamment parlé, sauf erreur, de cette idée de collecter dans les langues nationales des termes et des notions qui pourraient en fait disparaître, écrasés par des termes et des notions issus des langues occidentales. Et donc un peu cette notion de collecter les termes et les notions pour les promouvoir, plutôt que de traduire par emprunt ou par calque des termes issus du français, de l'anglais, etc., de l'arabe, notamment dans les questions de santé. Parce que du coup, nous, on a beaucoup travaillé sur des questions d'administratif et du droit, donc il y a énormément de néologismes et d'emprunts et de traductions mot à mot. Mais comme là, on est en passe de passer sur des questions de santé, se posent d'autres questions, je trouve, d'un point de vue terminologique. Voilà, désolé, c'était long. Bonjour, ma question c'est pour Marius François. En fait, vous avez parlé de la constitution manuelle la transcription manuelle du corpus avec le logiciel Clan. Quels ont été les paramétrages que vous avez suivis ou proposés pour faire cette transcription, c'est-à-dire par exemple en ce qui concerne les hésitations et tout ce type de phénomènes? Bonjour, j'aurais deux questions, enfin une question et une remarque. J'aurais une question très précise pour Marius François, c'est qu'il m'explique ce qu'est le coefficient de monosémie d'Anne Berle, comme ça. Et c'est plutôt une remarque pour M. Ligan et notre collègue. En fait, j'ai rencontré plusieurs cas de situations dans lesquelles des problèmes de santé publique dans des pays d'Afrique noire étaient rendus plus graves par le décalage entre les langues dans lesquelles avaient été formés les médecins opérant sur le terrain, médecins du cru, mais formés en anglais ou en français, et la terminologie dont disposaient les locuteurs, enfin, en fait, les malades. Donc, en fait, je crois que l'un des dangers, c'est que des systèmes automatiques soient mis en place pour des raisons budgétaires et un peu technocratiques, qui seraient alimentés massivement de calques, d'emprunts, et qui seraient complètement coupés des pratiques réelles et ne feraient qu'aggraver, parce que ça les rendrait plus puissants, les problèmes de soins qui peuvent être... Moi, j'ai deux cas très graves en tête, c'est le problème des maladies cécitantes, où là, les locuteurs malades se détournaient de l'hôpital à cause de raisons linguistiques, pour se retourner vers des rebouteux, en fait. Et d'autre part, dans des pays plutôt
Proche-Orient des graves problèmes au niveau des soins du diabète, où le diabète est une maladie vraiment endémique, et où en fait les médecins diabétologues n'ont pas les mots pour parler aux malades de leur propre maladie. Et donc là, il y a vraiment des... Et donc je pense que la technologie peut être simplement un outil puissant, séduisant pour des décideurs, mais très dangereux. Merci. J'avais une question pour Marius François. Je voulais savoir si et comment vous avez pris en compte la dimension, on va dire, diamésique, à savoir l'idée que peut-être à l'oral, les termes ont peut-être une certaine dénomination et quand ils passent à l'écrit, la dénomination, même si c'est des néologismes, pourrait être un peu différente. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte ou pas? Et si oui, comment? Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie pour les questions. Oui, travailler sur un glossaire de l'administration et du droit en soninké à Banjul, c'est quelque chose de formidable. C'est très important pour les communautés parlant donc le soninké, aussi bien à Banjul qu'à l'intérieur donc du Sénégal et dans les pays voisins. Donc, ce que je pense honnêtement, il va falloir que dans cette entreprise-là, qu'il y ait non seulement des commanditaires, bon, des gens qui ont de l'argent à mettre dans cette entreprise, mais qu'il y ait absolument donc des chercheurs, qu'il y ait des chercheurs, qu'il y ait des terminologues au besoin ou à tout le moins des descripteurs de langue et des traducteurs, interprètes s'il y en a, de locaux ou du Sénégal voisin, hein, qui pourraient se joindre à cette activité-là, que ces gens-là puissent participer à l'activité et qu'il y ait, bien entendu, dans ces genres de groupes, d'équipes de travail, qu'il y ait également des spécialistes du droit et de l'administration, parce que eux autres, leur façon de voir, de dire ou de rendre, ou la perception qu'ils ont peut-être des notions de droit n'est peut-être pas, parce que là, quand on parle de droit, ce qui est formel, hein, c'est du formel. Donc, le droit utilise une terminologie normative la plupart du temps. Or, quand vous rentrez dans les communautés, il y a des notions de droit qui sont moulées donc à nos cultures, à nos pratiques, qui pourraient aussi servir et enrichir donc le droit formel que nous connaissons qui est importé. Bon, le droit formel qui est importé. Bien, donc il faut faire en sorte qu'il y ait un continuum donc de chercheurs, de spécialistes dans ces équipes-là pour que les traductions qui seront proposées des notions de droit ou des concepts de droit et de l'administration répondent effectivement à la fois à la norme du droit et de l'administration, mais également à la culture autochtone. Cela dit, je pense que si c'est fait ainsi, je pense que ces thèmes-là, ou du moins les documents vont recevoir une acceptabilité assez large et vont être implémentés très, très rapidement. Mais quand on aura fini de faire ça, il faut aussi les expérimenter, hein. Il faut les passer dans les filtres, dans les canaux des communicateurs, notamment à la radio, à la télévision, mettre ça à disposition ou carrément faire des émissions avec ces notions et ces concepts-là pour voir si les communautés locutrices reçoivent et acceptent effectivement ces notions, à défaut de faire une grande enquête pour juger de l'acceptabilité. Il faut passer donc par le canal donc des médias classiques pour pouvoir apprécier l'acceptabilité de cette traduction. Par rapport à la deuxième question, oui, la traduction automatique, d'accord. Mais pour qu'il y ait traduction automatique, il aurait fallu qu'il y ait en amont une grosse activité terminologique, que des ressources lexicales soient disponibles, voyez, sur des plateformes électroniques, avant même que
les moteurs de traduction automatique ne puissent les repérer ou les identifier et faire les associations pour donner des traductions, il aurait fallu que l'action humaine soit d'abord donc quelque chose de très, très actif et que nous ayons déjà en amont donc, des terminologies spécialisées donc, dans les domaines où la machine-outil veut donc, prendre le relais. Donc, c'est à la fois... Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ai fait l'expérience pour certaines langues, je n'ai pas pu montrer tout ce que je suis en train d'écrire par rapport à cette communication-là. J'ai lancé, par exemple, des recherches des termes de l'informatique et de l'Internet, disons globalement d'éthique, par rapport à certaines langues. Mais les moteurs de recherche m'ont envoyé des traductions inopérantes, c'est-à-dire des traductions qui n'existent pas, qui ne répondent de rien en réalité. Voilà. Donc, parce que ça a cherché, mais comme ça devait me donner une réponse, il y a des réponses quand même qui ont été proposées, mais ces réponses-là ne collent à rien. Ça ne renvoie à rien. Donc, il faut d'abord, en amont, que l'homme travaille suffisamment pour que la machine mette à disposition ces ressources technologiques pour que les machines puissent les repérer et pouvoir les identifier et les utiliser par la suite. Oui, le professeur Marcel Diké qui dirait que j'ai eu le bonheur de rencontrer à l'université Bordeaux-Montaigne en octobre 2019. Et il a mis en place donc la terminologie culturelle qui est très utilisée dans nos pays également. Moi, je l'utilise lorsque je dois parler donc des choses, faire de la terminologie qui répondent à des choses qui relèvent effectivement de nos cultures. Par exemple, le vaudou. Par exemple, j'utilise la théorie culturelle de la terminologie de Marcel Diké-Kidiri, mais quand je dois parler des choses qui varient ou pour lesquelles je dois documenter un certain nombre de choses dans le passé, je me rabats directement sur François Gaudin avec la socioterminologie pour pouvoir prendre en compte les aspects diachroniques, même si dans la théorie culturelle de terminologie de Marcel Diké-Kidiri, il y a aussi une appropriation donc d'un certain nombre. Il n'est pas contre les autres théories, mais il dit qu'il faut partir simplement donc des ressources donc culturelles des langues dans lesquelles on veut produire donc les terminologies. C'est faisable. Mais là, pour promouvoir les langues, donc, comme vous en parliez tantôt, collecter des termes et des notions dans les langues pour leur promotion, et la collecte et le traitement ne suffisent pas. Il faut produire des lexiques, il faut produire donc des dictionnaires. Il faut produire des lexiques, il faut produire des dictionnaires parce que même les traducteurs classiques, humains, ils utilisent des dictionnaires, ils utilisent des lexiques spécialisés. Donc, il faut absolument produire ces documents-là, qu'il s'agisse de la santé, du droit, etc. Il faut que ça soit donc disponible. Merci beaucoup, professeur, professeur Gaudin, bien entendu, d'avoir migré dans le sens de ma réflexion en disant, bien entendu, que il se fait malheureusement que des problèmes de santé soient aggravés sur le terrain du fait de l'indisponibilité de ressources terminologiques pour pouvoir permettre donc aux spécialistes de la prise en charge de certaines affections pathologiques de pouvoir converser convenablement avec un langage vraiment accessible avec les patients. C'est des phénomènes auxquels nous assistons parfois et qui font justement que des gens sont obligés donc d'aller, par exemple, dans la pharmacopée, dans la médecine africaine, dans le charlatanisme entre griffes, parfois aussi s'il le faut. Mais cette question dans certains pays africains, notamment de l'espace anglophone, est prise en charge par ce qu'on appelle les médiateurs de la santé dans le domaine de la santé. C'est-à-dire c'est des gens qui sont recrutés dans la communauté, qui connaissent bien donc, le langage médical et qui comprennent très bien les langues du milieu. Et ils sont recrutés par les hôpitaux ou par l'État et servent directement dans les hôpitaux pour servir d'intermédiaire entre les patients et donc les personnels soignants. Ça permet donc de faciliter le discours, d'entendre ici, de dire là, et la relation est très vite établie et le patient donc s'en tire bon compte.
Donc, c'est des choses qu'on peut expérimenter aussi. Et lorsque nous, on forme des étudiants aujourd'hui qui travaillent dans le domaine de la sociolinguistique ou qui travaillent dans le domaine de la terminologie, ça fait partie donc des débouchés sur lesquels on les forme. On le leur dit directement au cours de nos formations en terminologie. Lorsque vous avez votre licence, par exemple, en sciences du langage de la communication avec option spécialité terminologie, vous pouvez travailler comme médiateur dans des structures telles que ça dépend du domaine dans lequel vous avez fait votre recherche en terminologie. Si c'est dans le domaine de la santé, donc vous pouvez aller en santé. Si c'est dans le domaine du tourisme, donc la guidance, etc. Voilà. Et ainsi de suite, ça peut se faire. Voilà. Mais en amont, vous pouvez travailler aussi un peu partout. Voilà ce que je voudrais ajouter et vous remercier aussi pour vos interventions. On pourra continuer les discussions après. Merci également pour les questions. Je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Alors, concernant l'étape de retranscription via CLAN, j'ai eu l'outrecuidance de penser que je pouvais retranscrire d'un seul trait, sans forcément employer une typologie et des critères de retranscription très précis. Et quand j'ai voulu faire mes premiers traitements via notamment Thermostat, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses que je n'avais pas faites et que j'ai dû modifier par la suite. La prise en considération des hésitations, des silences, était annotée par des hum, H-U-M ou X, si je n'arrivais absolument pas à comprendre le sens de ce qui était dit. Et ça a posé énormément de problèmes à Thermostat parce qu'il les considère comme des unités lexicales à part entière, donc il les inclut. Et nécessairement donc avec une spécificité très forte, ce qui ne m'intéressait absolument pas. Donc j'ai été contraint de remplacer toutes ces choses-là par des caractères spéciaux, comme des barres, comme des parenthèses, qui ne sont pas pris en considération par le logiciel. Voilà, mais sinon c'est une retranscription, somme toute, assez simple et très peu détaillée, sans ponctuation non plus, je le précise. Pour répondre à la question de François Godin, aussi sur la question du coefficient de monosémie d'Anne Bertels. Anne Bertels est une chercheuse de l'université Louvain-la-Vieille qui a défini en 2006 une formule de recoupement qui fait intervenir 3 variables, donc un terme central, son nombre de co-occurrents et le nombre de co-occurrents de ces co-occurrents. Et en fonction des fréquences et du recoupement des co-occurrents de second ordre, on peut établir une formule qui ne mesure pas, à mon sens, mais ça fera l'objet de notre débat avec Patrick Drouin, un coefficient de monosémie, mais qui permet davantage d'évaluer l'homogénéité sémantique à un instant donné. Et l'objectif, nous, ce sera de l'utiliser en diachronie pour pouvoir identifier des périodes dans un corpus, périodes dans lesquelles aurait pu supposément se dérouler une évolution sémantique précise. Et nos premières expérimentations tendent à confirmer, et je dis ça avec toute la réserve du monde, mais tente à confirmer ces premiers aspects méthodologiques. Et merci pour la question, évidemment. Et également, merci pour la question d'Aurélie Picton, que j'ai l'outrecuidance de penser avoir comprise. Et si ce n'est pas le cas, je serais ravi d'en discuter après. Simplement, sur si j'ai bien compris, donc, les termes dont je dispose qui sont affichés en vert, donc qui sont potentiellement d'ores et déjà intégrés dans un paradigme écrit. Non, c'est pas ça. Bon, on en parle. Pas de souci. Okay. J'avais préparé une réponse, mais ce sera pour une autre question une prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.